Rebonjour à toutes et à tous. Bon, je vais vous parler d'un sujet dont je ne suis pas spécialiste. Et donc je remercie beaucoup Madame Michelet de m'avoir déblayé tout le terrain et faire en sorte qu'il n'y ait plus une mauvaise herbe qui dépasse, même s'il va y avoir de légères redondances. On aurait peut-être travaillé un petit peu ensemble pour éviter les choses. Mais ces redondances, elles vont être tempérées par le fait que je vais survoler certains aspects et les traiter avec la simplicité du cardiologue. Et donc, effectivement, je vais beaucoup parler d'IMC. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on? De chiffres et d'individus. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ça vaut toujours le coup de rappeler, hein, il y a l'IMC, la taille, le poids taille carrée. Donc, il y a le normal. On va arrondir entre 20 et 25, le surpoids entre 25 et 30, l'obésité modérée entre 30 et 35, alors je ne parle pas des grades 1, 2, 3, la sévère 35-40, la massive plus de 40. Et l'obésité, c'est au-delà de 30. Donc vous voyez que, grosso modo, si on prend les Français, 40% des Français sont, je mets beaucoup de guillemets, normaux. Bien. Et donc, quand on fait le surpoids plus l'obésité, c'est 50% de la population adulte. On retrouve les chiffres que vous nous avez donnés. Et je voulais simplement vous signaler que j'ai été accueilli par Vincent ce matin. Et il m'a dit, tu vas nous parler d'un truc qui n'existe pas. Donc, je lui ai dit, on va voir ce que disent les études. Et lui, comme il aime bien me provoquer, il me répond, moi je vais te dire ce que je vois. Bon. Donc, maintenant, si on prend l'obésité, qu'on sort les surpoids, on retrouve votre chiffre, 17% de la population adulte. 17%. Après, quand on prend les valeurs absolues, c'est 9 millions d'individus. OK? Donc, 9 millions d'individus, il faut garder ce chiffre en tête. Ça veut dire que quand quelque chose va bouger de 1%, c'est-à-dire quelque chose d'invisible, c'est quand même 100 000 personnes qui sont derrière. Hein? Bien. Et l'autre élément qu'il faut voir, c'est comment ça évolue. Hein? Vous voyez l'évolution de l'obésité en France, de 1975 à 2025. On parle d'épidémie, je pense que le terme n'est pas du tout surévalué. Donc on a une prévalence énorme et qui explose. Bien. Donc, c'est un chiffre, c'est beaucoup d'individus. Est-ce un risque? Donc vous nous avez dit a priori oui. Hein, et donc voilà. Je renforce les choses. Là, vous avez une étude, 1 500 000 patients. Alors, ce sont des blancs, des hommes, des femmes. Et vous voyez que le hazard ratio, eh bien, évidemment, il augmente tout de suite, avec une petite allure exponentielle dès qu'on atteint les grosses obésités, avec des chiffres... Voilà, c'est beaucoup d'individus, x2, presque x3. Voilà, c'est du sérieux quand même. Hein? Bien. Donc, il y a un risque de surmortalité lié à l'obésité. Et quelles sont les causes de cette surmortalité? Bon, là, je crois aussi que c'est clair. Le cœur est au cœur du problème. Quand vous comparez ces hazard ratios avec le cancer, donc vous voyez 1,37, 1,55, 1,85, le cœur 2,04, 3,05, 4,42. Hein? Et puis, les autres causes, on est plus près des autres ratios du cancer, même si pour les grosses obésités, ou les massives, c'est plus important. Donc, c'est fréquent, c'est grave, et au cœur de cette gravité, le cœur, plus que toute autre chose. Bien. Ensuite, c'est un chiffre donc qui parle à l'insuffisance cardiaque, mais auquel? Et quand on regarde l'impact de l'obésité sur le cœur, nous on a un réflexe qui devient presque pavlovien.
c'est de la fraction d'éjection préservée ou c'est de la fraction d'éjection réduite. Et donc, vous voyez que dans la fraction d'éjection réduite, on a grosso modo 21%, donc on est quand même au-dessus de la prévalence de l'obésité tout court. Donc, être un insuffisant cardiaque à fraction d'éjection réduite, eh bien, dans cette population, on va avoir plus d'obèses que dans la population générale, et c'est nettement plus au-dessus, on est presque au double dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, effectivement, l'obésité, elle semble s'appliquer plus particulièrement à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, même si, j'insiste, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite n'est pas en dehors du scope de la relation entre cette maladie et l'obésité. Bien. Alors ces chiffres, il faut les mettre en regard de ce que disent les grandes études épidémiologiques. Alors bon, je ne me suis pas donné beaucoup de mal, je suis allé voir sur Wikipédia, et vous me direz si j'ai eu tort de me résumer à ça. Donc voilà des grandes enquêtes, alors on voit au BEPI, et puis qui a l'intérêt d'avoir été reproduite de manière identique au fil des ans, et on voit des données de prévalence. Donc je voulais insister sur quelques éléments. D'abord, quand on prend des populations de plus en plus âgées, on a une prévalence de l'obésité qui augmente. Donc, j'aurais voulu compléter un petit peu la réponse à la remarque de Vincent tout à l'heure. À partir de quand il faut s'en inquiéter, la prendre en charge? Moi, j'aurais tendance à dire aussi vite que possible, parce que le temps ne va rien faire à l'affaire. Statistiquement, le petit obèse, il va plutôt devenir un moyen obèse, et un obèse massif avec le temps, et peut-être qu'il y a intérêt à s'en occuper tôt, et ce d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait des habitudes à prendre des habitudes, changer d'habitude, c'est long, il y a la motivation, et c'est pas, tac, vous allez à la pharmacie et prendre un médicament, même si c'est aussi une possibilité. Et vous voyez, entre l'adolescent, le jeune adulte, 9% à 20%, fois 2,16. Ensuite, l'explosion de l'épidémie. Si je prends les gens qui nous intéressent tous ici, les insuffisants cardiaques, donc voilà, j'ai choisi les 65 ans ou plus, mais j'aurais pu prendre aussi les 55-64 ans, c'est pas très différent. Vous voyez que 97-2020, grosso modo 20 ans, 25 ans, l'augmentation est de 1,74 en amplitude. Et je voudrais quand même montrer le chiffre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qui est peut-être le plus inquiétant. C'est celui-là, les jeunes. Donc, vous voyez, là, 97-2020, certes, les jeunes sont statistiquement moins obèses que les adultes, mais x5 la prévalence de l'obésité. Donc on a véritablement la chronique d'une catastrophe annoncée. Bien. Donc, quand on regarde les données d'incidence, eh bien on voit quelque chose qui, peut-être à l'échelle de sa patientèle, est difficile à voir, mais à l'échelle de la santé publique est quand même clairement visible. On voit que lorsque l'on suit dans le temps une population d'obèses, modérés, sévères ou en surpoids, et que l'on regarde l'incidence de l'insuffisance cardiaque au cours des années, eh bien très clairement, on voit que il y a un décrochage entre le poids dit normal, le surpoids et l'obésité modérée, qui sont à peu près équivalentes. Et donc, dans la catégorie, dans la diapositive que vous disiez imbuvable, on retrouvait cette chose-là. Surpoids, obésité modérée, ce n'est pas très discriminant. En revanche, dès que l'on passe à l'obésité sévère ou massive,
ça devient très clair. Hein. Et puis, on retrouve cette tendance, hein, sur la fraction d'éjection réduite, les choses sont beaucoup moins visibles, beaucoup moins apparentes. Bien. Donc, maintenant, je regarde l'effet de l'IMC sur l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Donc, on voit clairement à peu près le même renseignement. Hein. On a une augmentation, une incidence qui est plus importante liée au surpoids ou à la véritable obésité. On voit a priori un profil de courbe un petit peu différent chez l'homme et la femme. On a peut-être le sentiment que le cœur de la femme est plus sensible à l'obésité, peut-être à l'adiposité viscérale que le cœur de l'homme, si bien qu'on va voir apparaître le phénotype insuffisant cardiaque plus rapidement que chez l'homme. Et puis, vous voyez les augmentations du risque relatif qu'on retrouvait en ordre de grandeur sur mes précédents exposés. Donc, c'est fréquent, ça progresse. A priori, effectivement, c'est des petits pourcentages, mais c'est beaucoup de gens qu'il y a derrière. Bien. Et là, je vous remercie d'avoir déblayé le terrain, parce que, effectivement, l'IMC, évidemment, c'est très pratique, on l'a tout de suite, en même pas 30 secondes, mais c'est un facteur un petit peu confondant. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'évaluation de l'obésité uniquement par l'IMC, on passe à côté de beaucoup de choses qui nous font délirer presque, dériver vers des trucs, on va inventer des paradoxes extraordinaires. Mais en fait, vous l'avez très bien dit, ce qui compte, c'est l'augmentation de la masse grasse, pas uniquement du poids, avec le rapport entre la masse grasse et la masse musculaire, et aussi cette graisse, où est-elle? Hein, et particulièrement, la graisse qui va nous intéresser le plus quand on regarde le rationnel physiopathologique qui lie l'obésité et les défaillances d'organes, c'est la graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, elle n'est pas facile à évaluer, mais il y a des techniques IRM qui peuvent le faire, et donc très clairement, les différents phénotypes de l'obésité exposent à différents risques, et l'adiposité viscérale est au cœur du problème dans le rationnel physiopathologique. Elle est plus fortement associée aux dyslipidémies hétérogènes, à l'inflammation, et je l'ai mis en rouge parce que dans la physiopathogénie, des dysfonctions d'organes liées à l'obésité viscérale, l'inflammation est vraisemblablement au cœur du problème, à l'hyperinsulinisme et à l'intolérance au glucose. Donc, effectivement, si on veut aller plus loin, il faut aller plus loin que l'IMC. Alors, on a aussi le tour de taille, le rapport entre le tour de taille et le tour de hanche, etc., etc. Mais là, je pense naturellement qu'il y a tout lieu de confier cette question aux spécialistes. Bon, j'insisterai pas, vous en avez parlé, hein, cet obèse-là, enfin cet IMC 30, on ne peut pas dire que ce soit de l'obésité, c'est plutôt Teddy Riner en fait. Hein. Là, c'est grosso modo l'obèse qui s'entretient, qui a de la masse musculaire. S'il a de la masse musculaire, il fait de l'exercice physique. S'il a fait de l'exercice physique, il a une bonne fonction endothéliale, il a moins d'inflammation, il a moins de diabète, il a de meilleures capacités respiratoires, etc. etc. Donc là, on va plutôt avoir un lien avec de la dysfonction modérée, voire peut-être de la protection dans certains cas, et l'obèse sarcopénique, vous avez bien insisté dessus. Bon. Cette diapositive, elle est là pour vous dire que s'il y a ici des gens qui sont intéressés par le fait de s'impliquer dans leur profession sur un domaine interdisciplinaire, l'obésité leur tend les bras, puisque le patient dont il va s'occuper, eh bien, effectivement, il est la cible
d'une prédisposition génétique. Je vous ai cité quelques gènes ici. Il est la cible de problématiques socio-économiques, d'éducation, de niveau d'études. Il est la cible de facteurs neurobiologiques et il est la cible de facteurs psychologiques que vous avez d'ailleurs tous évoqués. Et puis, il se trouve que statistiquement, l'obésité, elle est aussi en résonance, je dirais presque j'arrive plus à trouver mon mot, en association, mais multiplicative, avec d'autres facteurs de risque, diabète, hypertension, dyslipidémie, syndrome d'apnée du sommeil, les arythmies. Ça, c'est un très très gros sujet de recherche actuellement. L'obésité, l'adiposité épicardique est un très très gros pourvoyeur, notamment des arythmies supraventriculaires, l'athérosclérose, la thromboembolie, l'insuffisance cardiaque et les maladies valvulaires aortiques notamment. Donc, on a toute la complexité de la prise en charge. Qui dit complexe dit difficile en tant que tel. Et dans cette complexité, eh bien, il faut que le cardiologue y trouve sa place et il définisse quelle est sa place. Et pour trouver sa place, évidemment, il faut un petit peu d'éducation vis-à-vis du problème, de réaliser que ce problème existe, qu'il est sérieux et qu'il va falloir s'en occuper pour éviter la catastrophe annoncée. Donc voilà, obésité et profession. Donc nous, on est plutôt là, on est plutôt bien par rapport à d'autres catégories socio-professionnelles. Et vous voyez que les différences, elles sont importantes. C'est un gros facteur, le statut socio-économique. Le niveau d'instruction, vous voyez, le cut-off que réalise le baccalauréat, même si actuellement on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il veut dire, mais c'est très très important. Voilà. Ensuite, pour séduire le cardiologue et le scientifique en général avant qu'il agisse, alors certes, il y a l'intelligence artificielle maintenant qui, de plus en plus, peut nous amener à nous dire le rationnel physiopathologique, c'est pas important. Si l'intelligence artificielle nous montre un truc, qu'il y a des clusters, qu'il y a des machins, c'est qu'il y a quelque chose. Mais le rationnel physiopathologique, il existe. On a une élévation de l'activité de l'activation neuro-hormonale en lien avec l'augmentation de la masse grasse, même si dans certaines obésités, au départ, on a plutôt une vasodilatation. On a la volémie qui augmente, l'augmentation du volume d'éjection systolique, l'augmentation du débit cardiaque, du volume télédiastolique. Là-dessus, on peut avoir statistiquement une hypertension artérielle. Tout ça va augmenter la contrainte pariétale. Et puis, voilà, à partir de l'augmentation de la contrainte pariétale, vous vous retrouvez parfaitement bien dans le schéma physiopathologique, l'augmentation de la masse myocardique, les altérations neuro-hormonales, sur lesquelles viennent s'ajouter, par rapport à ce que l'on sait déjà, l'insuline, la leptine, l'adiponectine, les PIPAR, et puis derrière, dysfonction diastolique, dysfonction diastolique. Bon. On a aussi les altérations des capacités ventilatoires liées à l'obésité, auxquelles se surajoute le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, hypoxémie, acidose, augmentation des pressions pulmonaires, qui vont rencontrer l'augmentation de l'AP-cap qui vient de l'autre côté, et les atteintes du cœur droit. Donc, potentiellement, l'atteinte biventriculaire. Si on regarde, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec la physiopathologie, parce que François m'a dit qu'il ne faut pas en faire trop de ce côté-là, et il a raison. Bien. Donc derrière, il y a les altérations métaboliques, l'augmentation des acides gras libres, qui va avec le phénotype inflammatoire, le TNF-alpha, MCP1, les interleukines, l'activation macrophagique, des neutrophiles, l'altération du profil de sécrétion des adipokines, très important, leptine, adipokines, les plasminogènes activateurs inhibiteurs, donc on va avoir
des problèmes de coagulation, une activation des molécules d'adhésion très impliquées dans l'athérosclérose, la dysfonction endothéliale, et donc derrière l'obésité, il y a la résistance à l'insuline, l'inflammation, le stress oxydant, la dysfonction endothéliale, l'hypercoagulation, la fibrose myocardique, la dysfonction cardiaque. Donc on a un rationnel physiopathologique fort, pluriforme ou multiforme plutôt, pour bien accorder les origines linguistiques, avec de la redondance dans les différents processus mis en cause. Maintenant, c'est bien d'avoir un rationnel, mais ce rationnel s'applique-t-il? Si je fais maigrir des obèses, est-ce que je vais obtenir ce que je m'attends à obtenir sur la base de ce rationnel? Et donc, a priori, oui. Donc, la VO2 va diminuer, mais vous voyez, hein, moins 43 kg, donc très nettement, même, je dirais, moins qu'en proportion de la baisse du poids. La fréquence cardiaque va baisser, ça le cardiologue, notamment dans l'insuffisance cardiaque, il aime bien. Le débit cardiaque va baisser, mais moins que la perte de poids ne l'anticipe. La pression artérielle moyenne va baisser légèrement. Le volume d'éjection systolique, lui, ne change pas. Et vous voyez quand même les effets que l'on peut rapporter beaucoup à des éléments relevant de la post-charge ou de la volémie. Une diminution très importante de la pression de l'oreillette droite, de la PCAP et de la pression de l'artère pulmonaire moyenne. Donc déjà, des éléments grossiers mais significatifs, tendant à montrer que l'obèse, sur des critères hémodynamiques simples, il a un intérêt à perdre du poids. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus en détail dans les différents mécanismes que l'on dissèque sur le rationnel physiopathologique, eh bien, on voit qu'on ne fait pas fausse route. On voit très bien l'impact de la résistance à l'insuline sur l'incidence de l'obésité. Hein. Plus cette résistance est forte, plus l'incidence est forte. Et donc là, hein, les données de prévalence, tout de suite, le facteur de risque, l'incidence, le facteur de risque. Là, on commence à se dire, il y a peut-être un effet dose quelque part, et donc, je ne dis pas que je vais faire cette conclusion, mais pourquoi pas aller jusqu'au facteur de causalité, en fait. Hein. Voilà. Donc, là aussi, hein, sur le syndrome inflammatoire, vous voyez très clairement que les indicateurs de l'activation du syndrome inflammatoire sont des éléments pronostiques péjoratifs, donc on ne se trompe pas dans le rationnel physiopathologique qu'il y a derrière. Maintenant, peut-on faire quelque chose? C'est un sujet important. On a un rationnel qui nous motive à agir, parce qu'on se dit qu'on ne va pas agir dans le vide, et donc le régime versus l'activité physique et plus l'activité physique versus l'éducation. Bon. Là, on voit, vous voyez, des pertes moyennes estimées en poids qu'on retrouve là, qui sont plutôt modestes. Hein. On voit que, eh bien, pour reprendre ce que nous disait Erwan tout à l'heure sur la qualité de vie ou les performances, c'est bien au départ, en même temps que la perte de poids initiale est correcte, mais que cet effet s'efface, même s'il ne disparaît pas. Hein. Et puis, on voit sur l'hémoglobine A1C le même genre de profil, et sur le tour de taille également. Et puis, maintenant, déception, quand on regarde l'effet sur les critères durs ou pas trop mous que l'on aime bien dans les pathologies, en tant que cardiologue, mortalité cardiovasculaire, infarctus non fatal, etc., etc., rien. Donc on retrouve ce que vous nous disiez. Pour avoir un résultat, il ne suffit pas de perdre du poids, il faut en perdre une certaine quantité en pourcentage, et pour voir certaines choses, il faudra atteindre un certain seuil.
Et ce seuil, très clairement, la chirurgie bariatrique nous permet de l'atteindre. Donc vous voyez ici la perte de poids dans cette étude du New England, hein, moins 33% par rapport à l'éducation, moins 12% à terme. Et vous voyez que là, on atteint des seuils qui permettent d'obtenir des résultats sur des critères qui vont au-delà de la qualité de vie. Lorsque l'on reprend cette cohorte légèrement améliorée, recentrée, resélectionnée, et que l'on la suit pendant beaucoup plus longtemps, hein, donc 8 ans, 26 ans, eh bien, on voit encore qu'on a un intérêt très clair, hein, sur les événements cardiologiques à traiter cette obésité. Avec un effet dose que vous voyez ici, hein, selon que, en fonction de la perte de poids, on voit qu'on a un effet d'autant plus prononcé que la perte de poids a été prononcée. Donc là encore, cet effet dose, ne me faites pas exagérer, mais il nous interroge sur la causalité. Donc, faire autre chose, c'est les médicaments maintenant. Donc, on a des données avec les glyphosines. Donc, voilà, la place du cardiologue est aussi importante de ce point de vue. Et on voit très clairement l'amélioration du critère primaire d'aggravation de l'insuffisance cardiaque ou de mortalité cardiovasculaire des enseignements de Deliver. Et je ne veux pas faire de... on aura ça avec toutes les glyphosines. Hein. Voilà. Il n'y a pas de concurrence entre les laboratoires. Et là encore, avec une sorte d'effet dose, hein, en fonction de la gravité. Bien. Donc voilà, je n'insiste pas, hein, mais on voit néanmoins que sur le critère, moi que j'adore, incontestable, qui est la mortalité toute cause, là on va rester modeste pour l'instant. C'est pas nul, mais c'est pas terrible. En revanche, les patients vont mieux, ils sont moins hospitalisés, et on a tout à fait intérêt à les traiter, et vous le voyez encore par l'échelonnage de ces courbes, d'autant plus que l'obésité est sévère. Bien. Les analogues du GLP-1, le sémaglutide, donc là on retrouve les pertes de poids très significatives dont vous nous avez parlé, l'amélioration très significative de la qualité de vie, on retrouve les 15 points dont nous parlait Erwan Donald tout à l'heure, qu'on gagnait avec la fermeture de l'insuffisance tricuspide, et vous voyez le changement dans le test de marche, hein, en mètres, et on retrouve ce que je te disais, 20 mètres, c'est important. Hein. 20 mètres sur quelqu'un qui fait 250 à 300 mètres, c'est 10% de la capacité physique, et je pense que c'est plus que ce qui sépare Pogačar du dernier du Tour de France. Donc c'est significatif, c'est 10%. Hein. Bien. Bon, voilà, je n'insiste pas parce qu'il ne faut pas perdre du temps, mais voilà. Là, on trouve, là encore, l'amélioration de la mortalité ou de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et en revanche, sur la mortalité cardiovasculaire, on va rester beaucoup plus modeste avec des chiffres qui ne sont pas significatifs. Donc si je veux conclure, avec les mots-clés en rouge, c'est une maladie. Vous êtes d'accord pour qu'on appelle ça une maladie? Bien. Très fréquente et en forte croissance. Je vais insister sur ce point dans la population générale, et quand je parle de la population générale ici, c'est la population générale en France. Les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance cardiaque en particulier est une cause majeure de l'altération de la qualité de vie et du pronostic des obèses. Elle est fortement associée au phénotype fraction d'éjection préservée. Au-delà d'un facteur de risque, ce pourrait être un facteur causal, notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, avec l'importance de l'adiposité viscérale, l'inflammation, la dysfonction endothéliale, la fibrose, l'hypercoagulation. Vous avez suffisamment insisté, je remets une couche
La prise en charge de l'obésité, elle est pluridisciplinaire. Et ça, on ne sait pas faire, en fait. Il y a un changement de mentalité. Et ça vient de notre formation qui est très tôt spécialisée. On rentre dans des silos de spécialité et on ne se parle pas très très bien. Et le cardiologue, évidemment, il doit jouer, créer, imposer, inventer son rôle, notamment dans l'intégration de tous les facteurs de risque et évaluer sur chacun de ces patients l'intérêt de l'optimisation de traitements comme les glyphosines ou les analogues du GLP-1. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour cette belle histoire. Je te repose la question que je t'ai posée ce matin, bien évidemment, qui t'y attendait. Alors, on s'entend bien, on voit passer dans nos cabinets beaucoup de patients surpoids, beaucoup d'obèses. On a dans notre cabinet, en plus, on a une direction endocrino, donc on a ce recrutement, et on a autour de nous de la chirurgie bariatrique, et on sollicite régulièrement pour des bilans préparateurs de ces gens-là. Donc c'est une population qu'on voit. On partage le sur-risque qu'il y a. Tu me vois bien entendu venir. J'ai beau faire des échos, j'ai beau regarder les choses de près. Quand ces patients-là ne sont pas hypertendus, ne font pas de diabète, ne sont pas diabétiques, ne sont pas en fibrillation, je ne trouve pas. Ils ont quel âge? Non mais dans les deux populations, c'est-à-dire une obésité pure sans la fibrillation, sans l'hypertension, etc. Je vois, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'en vois très peu d'obèses entre guillemets simplex, sauf ceux qui sont à 45 ou à 50, qui ont une dysfonction, une fraction de projection altérée et un BNP à 1200, 1500, 3000 qu'on ne peut pas voir. Et ceux qui sont plus jeunes dans les bilans prévalés, on nous fait faire des échos, donc tu ne trouves jamais rien. Donc la question s'adresse peut-être aussi au docteur Michelet. Dans la cohorte qu'ils ont, ces obèses pures, je n'en vois pas, mais c'est peut-être moi, mais je n'en vois pas beaucoup qui font de l'insuffisance cardiaque comme ça. Et après, le caractère intégratif, prise en charge, je suis 100% d'accord, mais est-ce qu'on doit vraiment les voir, outre ce caractère-là, la prise en charge multidisciplinaire qui est important, est-ce que vraiment on doit les décorréler de ce qu'on a ailleurs, et que l'incidence des pathologies cardiaques chez ces gens-là, c'est ce qu'on connaît ailleurs, l'arythmie, la fibrillation, voilà, c'était ça ma provocation de ce matin, mais je pense que dans la salle, je ne sais pas si vous partagez avec moi cette expérience-là, qui voit des patients non hypertendus, non diabétiques, bien obèses, et qui ont une insuffisance cardiaque. Moi, j'en vois extrêmement peu, mais voilà. Je sais pas. Mais tu vois des insuffisants cardiaques obèses. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais beaucoup. Voilà. Et beaucoup. Mais évidemment, beaucoup. Mais beaucoup. Et je pense que c'est un élément intégrateur important. C'est juste. Je vais faire le corollaire. On est en train de nous casser les pieds, sur des échos qui servent à rien, etc. Quelqu'un qui n'a pas, sauf peut-être ceux qui sont à 45 ou 50 d'IMC, mais pour tous les autres, arrêtons de faire des échos systématiques en preuve à ces gens-là, s'ils n'ont pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, je veux dire comme ça. Et ils ne savent pas faire des économies à tout le monde, et en temps et en sous. Oui, on peut peut-être se contenter du BNP, même si c'est un problème dans l'obésité. Mais peut-être qu'on a une population sélectionnée, je ne sais pas, peut-être que... Parce que nous, on voit les patients en préopératoire, mais j'en vois assez beaucoup comme vous, avant une chirurgie bariatrique et une demande d'un vie cardio. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce sont des patients jeunes, des patients jeunes, et je ne découvre jamais d'insuffisance cardiaque. Mais peut-être que la population a été sélectionnée avant parce qu'ils vont être opérés. Oui, mais c'est sans ça que les plus rares, les obèses. Oui, mais tu nous parles d'un obèse qui est asymptomatique, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas d'hypertension. Et après, autrement, on arrive après. Et tu trouves rien. Bon, on n'est pas très surpris. C'est toujours une porte d'entrée dans le sens. C'est-à-dire que ce moment-là, il permet aussi... Qui est jeune. En tout cas, entamer une démarche. Après, moi, j'en ai eu des insuffisants cardiaques, pour le coup, pareil, obèses, et avec une atteinte vraiment sur le diabète, en fait. Des formes de microangiopathie. Ou les obésités sévérissimes. Ou sévérissimes. Alors, effectivement, je pense que... Venez. 45-50, on peut regarder. Mais oui, mais je pense qu'en amont, on est sur de la
prévention. Et puis après, on a... Non, mais c'était pour le caractère, on comprend bien, on discute d'assurance cardiaque, c'était sur le caractère mécanistique des choses qu'on discute. Et en pré-chirurgie bariatrique, c'est des patients qui ont eu un parcours pendant 6 mois, 12 mois avant. Donc c'est des gens qui sont soignés. Enfin, c'est pas le tout venant. Il manque l'effet en fait de la mortalité sur la mortalité par les médicaments, par exemple, comme les GLP1, même la perte de poids, on voit quand même qu'il y a des paramètres qui s'améliorent très bien, on est bien d'accord que vous les énumérez. Néanmoins, quand on va résumer les choses sur la mortalité, on voit que la mortalité, il n'y a aucun effet. Et si je me permets de dire, en fait, si on compare par exemple la perte de poids avec les glypholysines et les GLP1, les glypholysines, dans toutes les études, la perte de poids, il a été quand même très peu. Néanmoins, quand on regarde quand même l'effet de la mortalité, il est quand même important. Oui, il n'est pas uniquement lié à la perte de poids. Je suis d'accord avec toi. Enfin, il est même peut-être pas du tout lié à la perte de poids. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, avec une perte de poids, la perte de poids toute seule, apparemment, elle n'est pas suffisante. Toi, tu as dit peut-être c'est la durée. Mais moi, je dis aussi, c'est la façon aussi de perdre de poids. Parce que les médicaments, ils font perdre de poids, mais de façon, des mécanismes différents. Et peut-être des mécanismes pour faire perdre de poids, c'est ça qui est important aussi pour nous corréler après avec la mortalité. Une toute petite question aussi sur la fraction d'éjection réduite. Est-ce qu'il y a des études quand même sur la mortalité chez les patients avec fraction d'éjection réduite? Alors, les études, elles sont malheureusement très pauvres. Parce que, je pense que tu le constates, puisque tu lis beaucoup la littérature, dans l'insuffisance cardiaque, l'obésité, ce n'est pas vraiment un facteur de risque pour nous. Il y a l'hypertension, il y a le tabac. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont, sauf que ça commence maintenant, qui se sont attachées véritablement à ce paramètre. Et sur la mortalité, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, oui, si tu veux répondre. Un des problèmes sur la relation avec la fraction d'éjection. Le modèle, par exemple, ce serait la chirurgie bariatrique du patient en insuffisance cardiaque avec le réduite, qu'on opère pour son insuffisance cardiaque de chirurgie bariatrique et que tu vas suivre pendant 10 ans. Ces patients-là, ils vont être récusés de chirurgie bariatrique. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de données. C'est ça le problème, en fait. Le vrai souci, Pierre l'a bien montré, c'est la grenade dégoupillée qu'on va se prendre dans la gueule, parce que ça, on va l'avoir. Et là, on est en train d'ergoter sur « Ah bon, mais à 2 ans, 3 ans, on n'a pas montré le vrai traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est le traitement préventif. C'est pas quand ils arrivent au stade d'insuffisance cardiaque avec le réduit ou avec le préservé très comorbide qu'il faudra se poser la question de savoir comment les prendre ça. C'est faire en sorte de prévenir cette épidémie qu'on va se prendre en France. L'autre point, Vincent, excuse-moi, c'est qu'en fait, tu en as des insuffisants cardiaques. Tu ne sais pas les diagnostiquer. Tu en as. Parce que nos échos pas bien fait, on regardait toujours pareil la fraction d'éjection, le cœur il a l'air de se contrôler. Pour combien tu as clairement un volume atrial qui est bien fait, le BNP on sait qu'il est dans les défaut. Donc en fait, la prévalence dans les patients, aujourd'hui, on n'arrive même pas à la savoir vraiment parce que les critères diagnostiques peuvent être pris en défaut. Et quand on attend qu'ils aient fait des événements, en fait on arrive trop tard. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on parle de quelque chose qui est là, qu'on ne mesure pas, qu'on va se prendre à la tronche, et le vrai traitement, en fait, c'est pas une fois que c'est là, c'est avant. Parce que les médicaments, ça prévient quand même, ça diminue au moins le maïs. Même si tu n'as pas des effets sur la mortalité avec un perdu, sur le maïs, tu as des résultats significatifs. Je sais pas, moi je suis. Et donc, parce que pour moi, c'est comme dans le code de l'HTA, tu attends la WC pour bouger. Non, tu n'attends pas d'avoir cramé ton rêve pour bouger dans la WC. Dans les critères durs, simplement, c'est la baisse de la fréquence des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ça, c'est sûr que ça diminue. On va éviter les conversations particulières. Moi, j'avais une question. Au début de la GLP1, il y avait un petit warning avec l'insuffisance cardiaque et des fois on hésitait. De toute façon, il y avait une augmentation de la fréquence cardiaque justement. Il y a un moment où il y avait au tout début, non mais il y a 10 ans,
Moi, quand j'étais dans le interne, et ben, on ne le mettait pas chez l'insuffisance cardiaque. On ne se pose plus du tout la question. Mais comme on ne le mettait pas avant chez le patient qui avait des lithiases biliaires non plus, parce qu'on sait que ça augmente le surrisque, maintenant on le fait quand même. Enfin, on a surtout les pancréatopathies. Alors, je voulais juste dire, hein, je reviens sur mes chiffres, derrière ces 5%-là, à 6 ans, il y a 500 000 personnes. Hein, et je vous rappelle qu'il y a à peu près 2 millions d'insuffisants cardiaques.